Parce que l'Europe conditionne maintenant à peu près 85% de la réglementation nationale, que l'Europe est en construction depuis des années, mais est en train d'aller dans le mur à plusieurs niveaux, qu'il est temps de marquer le pas, de réfléchir à réellement quelle Europe nous voulons. Donc il y a de véritables enjeux actuellement, qui sont des enjeux de civilisation, des enjeux économiques, des enjeux de société, et ils se construisent avec l'Europe. Parce que la plupart, encore une fois, des décisions européennes influent les politiques nationales. Et nous estimons que si nous voulons réellement sortir du clivage actuel droite-gauche, eh bien, il faut porter le débat au niveau européen et le porter pour les convictions européennes elles-mêmes, mais aussi pour les convictions nationales, parce que nous avons une conception de l'Europe, une Europe des nations, mais une Europe qui part des personnes, qui donne aux personnes la responsabilité. Voilà, nous voudrions redonner l'Europe aux citoyens, aux Européens, de façon à ce qu'au niveau politique, au niveau social, mais aussi au niveau économique, au niveau des entreprises, au niveau du monde agricole aussi, les décisions soient reprises par les Européens, même par les citoyens, et que ce ne soit plus quelque chose qui soit catapulté d'en haut, avec une chape de plomb, des réglementations à n'en plus finir, des choses qui sont déconnectées du réel concret des personnes. Donc réellement avoir une influence au niveau européen, de façon à agir réellement sur le concret des gens. Alors, la priorité, c'est de marquer le pas, réellement. Aujourd'hui, nous ne savons plus où nous allons, parce que nous avons une Europe qui est devenue une Europe très tôt économique, et non pas une Europe politique. Alors, quand je dis Europe politique, ça ne veut pas dire une Europe avec un État politique qui chapeauterait tout ça, mais avec un sens politique. L'économie, c'est pas une puissance agissante, ce sont des gens qui font l'économie. Mais si on ne donne pas un sens à l'économie, alors on a une économie qui est livrée à elle-même, alors qui peut être ultra-libérale, qui peut être ultra-conservatrice. En fait, s'il n'y a pas de règles du jeu, eh ben, l'économie fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle fait des échanges, elle fait du commerce, mais elle ne donne pas un sens. Or, aujourd'hui, ce qui manque à l'Europe, c'est un sens politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous voulons l'Europe et sur quoi nous le fondons, sur quoi nous allons le construire. Et nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut revenir à l'homme. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'homme au centre, lui redonner les clés pour agir, la responsabilité, qu'il soit capable de prendre les décisions à son niveau, mais qu'il les prenne en responsable, c'est-à-dire pas calfeutrer dans son coin, mais qu'il ait conscience que les décisions qu'il va prendre impactent les autres personnes, les autres nations. Donc une véritable co-responsabilité, donc redonner l'Europe aux Européens, y compris dans ce domaine-là, pour qu'ils reprennent en main leur destin politique et économique, et donc redonner aussi comme sens et comme clé de lecture l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour lui. Nous allons faire une action économique, nous menons des politiques économiques, qu'est-ce qui est réellement bon pour l'homme. Donc marquez le pas pour reconstruire encore une fois l'Europe à partir de nouvelles bases qui sont celles de l'origine en fait. Alors, concrètement, d'abord le nouveau gouvernement est assez récent, donc c'est assez difficile d'avoir des relations suivies. Ensuite, avec les députés, personnellement, je dirige depuis quelques années un institut de recherche qui s'appelle l'Institut Montalembert et qui donc alimente la pensée des députés, des sénateurs aussi. Donc nous avons une grande habitude de travail sur ces questions-là. Par exemple, j'ai été l'organisateur du premier, et peut-être unique d'ailleurs, en tout cas, congrès qu'on a appelé pour un alter-humanisme, qui s'était fait en marge du G20 à Cannes, avec un certain nombre d'économistes dont le but était de proposer une autre vision face à la crise financière, encore une fois une vision qui remettait l'homme au cœur. Et après, au niveau européen, nous sommes dans une dynamique, j'ai d'ailleurs signé une charte
et un serment avec plusieurs autres candidats européens, de constituer un groupe parlementaire, si nous sommes assez nombreux, de façon à influer les politiques européennes de manière concertée, toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire il faut repenser l'Europe à la lumière de l'homme et de ses véritables besoins concrets, de façon à ce que ça rayonne, que ce soit une richesse apportée à tous, et non pas quelque chose d'imposé d'en haut. Alors, là, je crois qu'on touche déjà à peu près aux limites justement de l'impasse européenne dans laquelle nous sommes, puisque nous avons une construction européenne qui, c'est très intéressant d'ailleurs, quand on lit l'histoire de l'Europe, jusqu'aux années 50, on a une histoire politique, on a une histoire événementielle, on a même des guerres, mais ça fait partie enfin, on sent des âmes qui s'affrontent ou qui essaient de s'entendre. Et à partir des années 50, l'histoire de l'Europe, c'est un ensemble de traités économiques. Et là, on est dans la surenchère, on monte sur un certain nombre de choses, et on a des normes qui font que on se rend compte qu'on n'arrive pas à harmoniser. Réellement, on surimpose. Et alors en plus, au niveau français, on va souvent plus loin que ce que demande l'Europe, en surnormant encore par-dessus. Donc on a un véritable problème là, qui est comment est-ce que nous allons faire pour penser comment avancer ensemble alors que nous sommes différents et complémentaires. Donc avoir une politique globale qui impose d'en haut, encore une fois, des normes, ce sera très compliqué. Par contre, des incitations, qu'elles soient par exemple fiscales, qu'elles soient par rapport au droit du travail, mais des incitations qui vont permettre d'arriver au même résultat, mais en partant de situations différentes, ça c'est la politique que nous comptons proposer. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, on ne traite pas l'agriculture en France et les heures de travail de la même façon qu'on va la traiter en Espagne, tout simplement parce que le terroir est différent, parce que les traditions sont différentes. Donc ce que nous voulons, c'est que le mieux soit pour chacun, mais il faut bien partir du concret. Donc avoir des politiques incitatives pour aller dans la même direction. Et non pas, encore une fois, parachuter d'en haut quelque chose qui serait comme des cubes interchangeables, parce que ça n'est pas la réalité. Alors, là aussi, c'est une question qui est très délicate au niveau européen, parce qu'on se rend compte qu'avoir ouvert les marchés à l'intérieur de l'espace européen a été un véritable dynamisme, ça c'est certain, au début. Mais maintenant, on se rend compte que concrètement, par exemple, la force de l'Allemagne qui porte l'Europe, c'est l'Allemagne qui concrètement porte l'Europe, devient pour nous, au niveau français, dans nos exportations par exemple, un handicap. Parce que nous avons une industrie qui fonctionne au niveau du niveau français, mais nous sommes obligés d'exporter au niveau allemand, ce qui est un véritable problème pour nous. Donc le problème derrière ça, c'est un problème de conception idéologique que l'on a. Et c'est là qu'on n'arrive pas à s'entendre. Quels que soient les partis de droite, de gauche, d'extrême droite, du centre, d'extrême gauche, on nous dit bah, l'Europe c'est comme ça, et soit il faut arrêter ça, soit bah, on continue, il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, le fond du problème, c'est de se dire nous avons chacun des compétences et des richesses propres, et notamment au niveau local, et tout a été mis dans un engrenage international et de financiarisation aussi internationale, qui du coup empêche une véritable concurrence. Maintenant, et en tout cas on le voit très bien au niveau français, on a une concentration des entreprises, une prise de pouvoir des marchés financiers qui du coup étouffe les petites entreprises dans lesquelles il n'est plus possible de parler de concurrence. Il est plus possible de parler de liberté de commerce réellement. Donc il y a une philosophie de fond à revoir et qui revient encore à la même chose, c'est-à-dire il faut penser que l'économie c'est un moyen, un service pour le développement et pour l'épanouissement, et non pas une fin d'enrichissement en soi. Alors, oui, comme opportunité, comme possibilité. Maintenant, concrètement, ça va être très difficile parce que ce sont des enjeux de politique politicienne très forts.
Par exemple, si on prend l'exemple du gaz de schiste pour être très concret, en France, on le voit très bien particulièrement, c'est un enjeu politique, d'étiquette politique, avant d'être réellement un enjeu énergétique, environnemental, de société. Du coup, on a sur ces politiques-là des crispations de partis, des crispations idéologiques à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur des autres pays européens également, qui font qu'on va avoir beaucoup de mal à réellement entrer dans la dynamique. Après, l'autre problème, c'est que l'énergie, ça reste aussi une valeur stratégique d'indépendance et de souveraineté importante. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord pour travailler ensemble dans une véritable transition qui soit innovante, et qui, si elle est innovante, sera créatrice d'emplois, sera un bien pour l'environnement et donc pour l'humanité aussi, ou bien est-ce qu'on en fait un enjeu stratégique, à la fois de puissance interne, entre les rivalités, parce que l'Europe est faite de rivalités entre les pays, ou bien aussi de stratégie internationale. Donc la question de la transition énergétique, elle n'est pas uniquement énergétique, elle n'est pas uniquement écologique, elle est aussi de souveraineté et de politique internationale. Donc qu'est-ce que réellement nous allons vouloir construire ensemble? Et oui, c'est un potentiel qui peut transformer réellement et innover pour cette révolution industrielle, mais pour ça, il faut savoir ce que réellement l'Europe veut faire. Et tant qu'on ne saura pas ce que l'on veut faire de l'Europe et quel sens on veut donner à l'Europe, alors on n'arrivera jamais à se mettre d'accord là-dessus, parce que ça restera un enjeu. Alors, j'aurais pas posé la question comme ça. J'aurais posé comme ça. C'est-à-dire que le problème est inverse, je pense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander quelle est la contradiction, l'opposition entre des gros groupes, des gros acteurs et puis des acteurs plus locaux et autres, mais à l'inverse, de savoir qui répond à quel besoin. C'est-à-dire que, par exemple, l'économie sociale et solidaire, pour nous, Force Vie, c'est quelque chose qui correspond parfaitement à notre position, au sens où ce que nous voulons, c'est redonner l'action concrète aux personnes, de façon à ce que chacun se responsabilise et se prenne en main, mais là où ils sont, avec une responsabilité économique importante, réelle, mais avec derrière une conception de la dignité humaine, ce qui va tout à fait avec les soubassements de l'économie solidaire. Néanmoins, il y a différents degrés d'implication, et précisément dans la responsabilisation au niveau local, au niveau surlocal, etc., la taille des groupes nécessairement change. Donc ce qui est important, c'est pas de se poser en termes de rivalité des uns et des autres, mais c'est que chacun reste bien à sa place. Et par exemple, il est aberrant que pour faire 22 km, une carotte soit obligée de passer par 5 intermédiaires. Tout ça parce qu'on a besoin de faire venir des gros groupes, de faire travailler des gros groupes, certains de passer par Bruxelles pour revenir jusqu'à Amiens. Voilà, ce qu'il faut, c'est redonner à chacun sa place, redonner ses possibilités d'action en local, de façon à créer un véritable tissu qui soit un tissu réellement d'économie solidaire, c'est-à-dire que l'économie serve d'abord au quotidien, au développement de chacun.